L'intersectionnalité, c'est un cadre d'analyse théorique et pratique pour comprendre comment les oppressions s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Donc, ça veut dire que ça permet de mettre en lumière des oppressions qui sont parfois invisibles, qui passent dans le beurre, qui passent dans les cracks du système. Moi, en tant que femme noire, j'ai pas la même réalité qu'une femme blanche ou qu'une femme autochtone ou d'une femme en situation de handicap. Donc, c'est juste de prendre en considération le fait que non seulement en tant que femme, on a déjà plus de barrières, mais dépendamment de notre background, il y a un poids qui s'ajoute à ça. Le sexisme et le racisme s'entrecroisent quand on est une femme noire, parce que non seulement on est assujettive, dans le fond, du fait qu'on est une femme, puis dans le fond, tout ce qui est relié à ça, pas les discriminations, stéréotypes, on est jugé par ça, mais on est aussi jugé à la base aussi, à première vue, par notre couleur de peau. Je trouve que le féminisme sans intersectionnalité, c'est hypocrite aussi parce que t'inclus pas toutes les femmes, alors que le féminisme devrait inclure toutes les femmes. Donc on parle des femmes racisées, des femmes grosses, des femmes trans, des femmes, tu sais, des femmes pauvres. Kimberlé Crenshaw, celle qui est la première qui a utilisé ce terme, donnait comme exemple le cas de Emma, que j'ai représenté dans la bande dessinée, qui était une femme afro-américaine qui cherchait un emploi dans une usine. Puis, on ne l'a pas engagée, alors elle a décidé de poursuivre l'usine parce qu'elle était sûre que c'était de la discrimination. Pourtant, l'usine a gagné parce qu'ils ont dit, ben non, nous, on en engage des femmes, mais c'est des femmes blanches, des secrétaires blanches à l'avant. Mais on en engage des personnes noires. Ouais, mais c'est des hommes à l'usine. Ce qui m'a inspirée pour faire cette bande dessinée-là, en fait, c'est ma vie. C'était à la fin de mon secondaire 2. Tu sais, j'étais au pire du pire de mon estime de soi. Là, je me trouvais dégueulasse. Puis j'étais tout le temps en train de lire des livres. Là, tu sais, la tête dans le livre, faut pas qu'on me remarque. Puis moi, je me souviens vraiment, mon professeur était en avant. Il est venu me déposer le travail. Puis il y avait tellement de points d'exclamation partout, puis parce qu'il était tellement content du travail que j'avais fait, puis j'avais fait des dessins dans ce travail-là, je m'étais donné. Puis c'était un travail comme sur le féminisme en plus, ça c'était drôle. Puis l'année d'après, je m'étais retrouvée au théâtre musical, puis ça a changé ma vie. Première petite histoire s'appelle Échec et maths. Moi, je l'aime beaucoup parce que certaines fois, on s'arrête à ce que la personne a de l'air. Comme là, dans cette histoire-là, c'est une femme noire qui est intéressée à s'inscrire à une compétition d'échecs. Pour l'inspiration de ma BD, en fait, ce que j'ai fait, je me suis vraiment inspirée de plusieurs faits vécus, puis aussi de plusieurs faits vécus que plusieurs femmes noires dans mon entourage ont vécu aussi en grandissant. Moi, j'ai grandi à Laval, donc dans ma cohorte, il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées. Puis à chaque semaine, ma mère me coiffait, puis j'avais souvent des coiffures différentes, puis ça me rendait anxieuse et nerveuse d'aller à l'école à chaque fois que j'avais une nouvelle coiffure parce que je sais que j'allais être le sujet principal de la journée dans ma classe. En regardant une situation avec des lunettes d'intersectionnalité, ça permet de prendre conscience de certaines injustices qui ont lieu puis qu'on ne se rend pas compte. Ce qu'on veut dans le milieu scolaire, bien entendu, c'est la réussite, mais pour que quelqu'un réussisse, il faut des fois des petits coups de pouce ou des petites aides différentes puis adaptées à ses besoins. Si les professeurs utilisent l'approche intersectionnelle, je crois que ça va juste créer des humains qui ont plus d'empathie. En tant que prof, ils ont comme l'opportunité, puis si on peut dire le pouvoir d'influencer leurs élèves, d'être aussi un modèle pour eux. Donc je trouve que c'est important d'utiliser cette position-là pour les inspirer, pour les mettre au courant des différentes réalités. Les professeurs, en général, pourraient, dès le début du secondaire, essayer de conscientiser les jeunes à la diversité corporelle, à la grossophobie, parce que c'est beaucoup dans notre langage courant aussi, les propos grossophobes, puis aussi pour faire sentir la plupart des ados bien dans leur peau. C'est un peu ça l'objectif. Un professeur, une enseignante, un enseignant, c'est vraiment quelqu'un qui partage de l'information, quelqu'un qui a vraiment une grande influence sur ta vie, non ta vie éducationnelle, mais aussi la façon aussi comment tu peux te percevoir, comment tu peux assimiler de l'information. Je sais pas si dans toutes les écoles on diffuse des films, mais il pourrait y avoir encore là de la diversité corporelle, puis des héroïnes intéressantes, intelligentes, grosses, bien dans leur peau. Je sais pas si ça existe, mais il faudrait l'écrire sinon. Si les professeurs l'enseignent et le vivent,
Ça crée un beau modèle, puis ça permet aussi un mieux vivre ensemble. Ouais, ça permet de se comprendre, tu sais, puis de créer une société plus juste. C'est ça qu'on veut, non?